Henri Guénaud, à l'occasion donc de ce 80e anniversaire du débarquement, en coulisses, il y aura des discussions évidemment sur la question ukrainienne. Et il se murmure qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer l'arrivée, le déploiement de certains soldats français parmi des instructeurs, des formateurs auprès de l'armée ukrainienne. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle annonce ? Henri Guénaud. Alors vous savez, vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains ? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1,5 million. Et ils ont fait la guerre. Voilà. Et on a tué beaucoup d'Américains. Beaucoup de Vietnamiens aussi. Hein. Mais, bon, donc, c'est toujours la même histoire. C'est une escalade pour vous ? Depuis le début de cette guerre, voilà, c'est l'engrenage et l'escalade. On joue avec le feu, avec cet argument que je trouve absolument insupportable, qui consiste à dire « mais on avait fixé la ligne rouge à l'envoi d'armes offensives. On a envoyé des armes offensives, il ne s'est rien passé. Puis des chars, il ne s'est rien passé. Puis des avions, il ne s'est rien passé. Puis maintenant, on autorise à tirer sur le territoire russe. Et vous allez voir, il ne va rien se passer. » Le problème de ces lignes rouges, enfin de la dernière ligne qu'il ne fallait pas franchir avant que les choses tournent mal et nous échappent, c'est qu'on ne sait qu'après que c'était la dernière. Voilà. Donc, je trouve ça extraordinairement dangereux et je trouve que à ce stade, ça mériterait au moins un grand débat national, pardonnez-moi. Le président de la République a le pouvoir d'envoyer des troupes dans l'urgence, parce que l'intérêt de la France, une force, voilà, et menacé. Sinon, il me semble, et là, il n'y a pas d'urgence, hein, on n'envoie pas un commando pour libérer des otages à Kolwezi. Là, il me semble quand même que la nation a son mot à dire, voilà, sur quelque chose qui peut nous entraîner très très loin, qui nous entraîne déjà de plus en plus loin. On parle de nucléaire avec notamment Donald Trump, l'ancien président américain, qui s'est exprimé hier sur Fox News. Voici ce qu'il dit alors. C'est quelque chose d'assez fort. Nous sommes au moment le plus dangereux de l'histoire de notre pays, en raison de la puissance des armes nucléaires en particulier. Et je peux vous dire que nous avons une chance d'entrer dans la 3e guerre mondiale. Oui, parce que je ne veux pas voir ce pays entrer dans une guerre nucléaire et être gravement endommagé. Écoutez-le sur Fox News hier, donc il parle même de la destruction du monde qui est imminente. C'est l'anéantissement, peut-être l'anéantissement du monde. Et nous avons un homme qui n'est même pas capable d'en discuter. L'autre soir, il a dit que le nucléaire n'avait pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est le réchauffement climatique. Le seul réchauffement climatique qui m'importe est le réchauffement climatique nucléaire. Parce que c'est le vrai problème. Il a dit qu'il s'agissait d'une menace existentielle. Il adore les mots menace existentielle. Demain, nous pourrions avoir une guerre si dévastatrice que nous ne pourrions jamais nous en remettre. Personne ne peut s'en remettre. Le monde entier ne pourra pas s'en remettre. Il n'y a pas eu le temps d'aller faire ça. Perspective dans la guerre en Ukraine. La Russie vient de déclencher une manœuvre militaire audacieuse qui pourrait bien provoquer l'hydre de Washington. La semaine prochaine, des navires de guerre, accompagnés d'un redoutable sous-marin nucléaire, seront sur l'île de Cuba et ravivent les souvenirs de la crise des missiles de 1962. Cette décision stratégique marque un tournant dans les relations internationales. La Russie de Vladimir Poutine montre une fois de plus sa détermination à affirmer sa puissance militaire sur la scène mondiale. Une réponse au coup de menton de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. En choisissant Cuba, un allié historique en Amérique latine, Moscou lance un signal fort aux États-Unis et à leurs alliés de l'OTAN. La situation actuelle, déjà tendue par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, atteint un nouveau sommet d'incertitude. L'envoi de ces navires et de ce sous-marin nucléaire pourrait être perçu comme une réponse directe aux sanctions occidentales et à l'expansion militaire de l'OTAN près des frontières russes. Le déploiement de cette force navale soulève de nombreuses questions. Mais pourquoi maintenant ? Quels sont les objectifs réels de la Russie ? S'agit-il simplement d'un exercice militaire ou d'une démonstration de force visant à redéfinir les lignes rouges de l'influence mondiale ? Les spéculations vont bon train. Certaines sources évoquent des discussions secrètes entre Moscou et la Havane, visant à renforcer leur partenariat stratégique et militaire. D'autres pensent que ce déploiement pourrait être une diversion, un écran de fumée pour des opérations ailleurs. Le climat est électrique.
Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Washington, déjà sur les nerfs, a promis de surveiller de près la situation, rappelant que toute menace envers ses alliés ou ses intérêts serait prise très au sérieux. Les Européens, quant à eux, appellent au calme et à la diplomatie, espérant éviter une escalade incontrôlable. C'est un pas de plus vers l'internationalisation du conflit, moins de 48 heures après la mise en garde de Vladimir Poutine contre l'Occident. Le chef du Kremlin menace aussi de fournir des armes à des pays tiers pour riposter aux missiles ukrainiens, tout en niant toute ambition impériale ou l'intention d'attaquer l'OTAN lors d'une récente rencontre avec la presse lors du forum de Saint-Pétersbourg. La semaine prochaine s'annonce donc cruciale. Alors que les navires russes se dirigent vers les eaux cubaines, le monde entier retient son souffle. Cette initiative audacieuse pourrait bien déclencher une série de réactions en chaîne aux conséquences imprévisibles. Belgorod, le gigantesque sous-marin russe, sort d'usine après 30 ans de fabrication. Sous-marin Belgorod, c'est un géant des mers qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Normalement, il va être mis en service ou il l'est déjà. Dites-nous en plus, Nadine. Alors, je vous présente le sous-marin Belgorod. C'est tout simplement le plus long sous-marin du monde avec 184 mètres de long. Il vient tout juste d'être livré à la Russie après quasiment 30 ans de construction avec quand même quelques interruptions. Alors concrètement, dans la vraie vie, ce sous-marin, il ressemble à ceci. Vous le voyez, il est évidemment immense. Sur cette vidéo, on le voit dans le chantier naval de Sejmash, c'est en mer Blanche, et hormis évidemment son gigantisme, ce sous-marin possède deux particularités, deux atouts majeurs. La première d'entre eux, c'est qu'il est capable de tirer des torpilles Poséidon. Alors qu'est-ce que c'est des torpilles Poséidon? Eh bien c'est tout simplement des torpilles drones à charge nucléaire de 24 mètres de long, 2 mètres de diamètre, avec une portée de 10 000 kilomètres, qui sont capables de provoquer des tsunamis radioactifs, autrement dit capables de raser entièrement une île, détruire les côtes d'un pays. Ça c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est que ce sous-marin Belgorod, il est capable de lancer des petits sous-marins nucléaires qui vont avoir des missions de renseignement ou d'espionnage ou même de sabotage, capables d'aller vraiment très en profondeur, détruire par exemple des câbles électriques qui permettent la transmission de la Wi-Fi. Et ces deux arguments, ces deux atouts majeurs, ils sont évidemment mis en avant par la Russie, qui publie régulièrement des vidéos comme celle-ci pour montrer la surpuissance de son armée. Ça, c'est une vidéo publiée par le ministère des Armées. On voit bien les deux options que permettent ce nouveau sous-marin, à la fois détruire une île et en même temps espionner par exemple un pays voisin. Il annonce l'envoi de Mirage 2000 en Ukraine, des avions de combat que la France va céder à Kiev. Le président de la République dit par ailleurs vouloir former une brigade française, ce sont ses mots, 4500 soldats ukrainiens, et qui seront équipés et formés par la France. Est-ce que vous approuvez cette initiative ? Moi, ce que je n'approuve pas, c'est qu'il en fasse ainsi la publicité. Après tout, aider l'Ukraine, bien entendu, venir exposer de manière extrêmement précise le nombre de matériel, dans quelles conditions, c'est, je pense, mettre la France et ceux qui interviennent en danger. En revanche, je suis opposé à l'envoi d'instructeurs sur le sol ukrainien, c'est-à-dire sur le sol d'un pays en guerre. Nous formons déjà des soldats ukrainiens. Nous en avons formé beaucoup en France, 10 000. Nous en avons formé en Pologne. On aurait pu continuer à faire cela. Envoyer, encore une fois, des militaires sur le sol ukrainien, c'est évidemment prendre le risque qu'ils soient des cibles. Donc ça, c'est votre ligne rouge, Marine Le Pen. Et je vous dis très clairement que j'ai été frappée par la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron évoque la perte potentielle de militaires français. Vous souhaitez qu'il y ait un débat à l'Assemblée sur cette question-là, un débat avec vote ? Non, c'est encore une fois, moi je respecte la Constitution. Il a la capacité de décider ce qu'il décide. Mais on peut tout de même être en désaccord avec cela. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment qu'il a envie d'une guerre, en fait. Il a envie d'une guerre ? Ouais, Sérieusement ? C'est ça qui me pose un problème. En réalité, on a le sentiment qu'il souhaite entrer en guerre. Et qu'il fait tout pour essayer d'aggraver la pression qui pourrait entraîner demain une escalade. On vend des armes, Marine Le Pen, partout dans le monde. C'est pas parce qu'on vend des armes qu'on est co-belligérant de tous les conflits du monde.
Non, vous avez parfaitement raison. Mais on vend des armes, mais on n'envoie pas de soldats sur les terrains de combat. Or là, c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et ça change un tout petit peu, effectivement, la donne. Le président Mais il y a 10 ans, ici même, sur les plages du débarquement, Oui. pour le 70e anniversaire, le président Vladimir Poutine, qui avait déjà annexé de force la Crimée, était invité. Aujourd'hui, il n'est pas le bienvenu. Non, parce que vous l'avez très bien dit, il s'est passé une rupture en 2022. Et moi, je pense que... Enfin, il avait déjà violé le droit C'est international vrai, en 2014. mais je pense qu'à l'époque, le président Hollande et la chancelière Merkel ont eu raison d'essayer d'engager. Il avait violé le droit international, mais il s'était arrêté. Il y avait une position gelée. Il l'avait d'ailleurs violé quelques années plus tôt en Géorgie. Et il avait poussé aussi des alliés à lui pour le violer dans d'autres pays. Mais je pense qu'ils ont eu raison à l'époque d'essayer, par la voie de la diplomatie, d'abord à Minsk de signer ces accords, parce qu'il y avait un chemin qui était possible pour retrouver la paix, et une paix durable. Et ça avait été accepté par les Ukrainiens et les Russes. Le président Poroshenko à l'époque et le président Poutine avaient signé à Minsk un peu avant, en février. Et donc c'était tout à fait légitime de les inviter. Là, qu'est-ce qui s'est passé? En février 2022, le président Poutine, il a décidé de lancer une guerre complète, il faut bien le dire. Et donc de ne pas respecter ce qu'il avait lui-même signé, de se mettre en infraction complète et de procéder à des vrais crimes de guerre qu'on a pu déjà constater. Et en effet, de fouler aux pieds le droit international. Et aujourd'hui, l'Ukraine est une nation qui résiste, se bat. Et ce faisant, la Russie a un peu trahi le message de la libération et du débarquement. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire la paix, c'est de gagner la guerre? On ne négociera plus avec Vladimir Poutine, il faut attendre de mener sur le terrain. La France veut la paix et nous nous battons depuis le premier jour pour la paix. Mais il faut être d'abord tout de suite clair, la paix, ça ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. J'entends beaucoup de gens qui disent « faisons la paix, ça s'arrête là où c'est, puis les Ukrainiens ont qu'à se mettre d'accord. Le président Poutine a dit qu'il était d'accord. » Ça, c'est la capitulation. Et ça n'est pas une paix durable, parce que c'est une paix qui reconnaîtrait le fait accompli, la loi du plus fort. Et le jour d'après, elle nous met tous en danger. Parce que qui dit que la Russie s'arrêtera là? Nous sommes sûrs du contraire. Et la Russie est à nos frontières. Donc, la seule paix que nous défendons, c'est une paix qui, d'abord, est négociée par les deux parties et qui permet de respecter le droit international. Et donc qui, dans le cadre du droit international, donne une place au Donbass, cette région de l'Est qui a été envahie, à la Crimée, par la négociation. Et donc, pour répondre très précisément à votre question, la paix doit arriver par le biais d'une négociation qui doit se faire à un moment donné. Ce moment n'est pas encore là, puisque la Russie continue d'avancer et la Russie continue d'envahir. Du terrain aura été... Je vais vous dire, déjà le moment ne peut arriver que si l'Ukraine résiste. Et donc, si nous n'avions pas fait, nous, Européens, nous, Américains, Canadiens, Japonais et l'ensemble de ceux qui aident depuis 2 ans, massivement. Si nous n'avions pas fait tout ça, au moment où nous nous parlons ce soir, l'Ukraine serait déjà un satellite russe. Elle aurait été envahie. Demain, Donc elle résiste, elle tient, et quand elle l'en décidera, quand on verra tous que les conditions sont réunies, une négociation se fera. Elle n'est pas au bord de l'effondrement, parce que vous dites elle résiste, elle tient. Vous craigniez il y a quelques mois qu'elle s'effondre. Je le disais en janvier, février, et avec vous au mois de mars, elle est sous une forte pression. Et aujourd'hui, la Russie, on le voit à Kharkiv, est en train vraiment d'asséner des coups de boutoir. Les infrastructures énergétiques, tout ce qui permet de tenir et permettra de tenir en hiver est attaqué. Et donc la situation est difficile. C'est pour ça que j'avais appelé de mes voeux à un renforcement de notre aide, ce que nous sommes tous en train de faire, et ce que nous ferons demain avec le président Zelensky. Ce renforcement, Volodymyr Zelensky va inévitablement vous le demander demain, vous allez le rencontrer. Est-ce que la France va franchir un pas en qualité, en quantité, en nature dans l'aide fournie à l'Ukraine? Oui. D'abord, nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est très différent. Concrètement, qu'est-ce que vous allez donner aux Ukrainiens? Et donc très concrètement, demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires
Donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre. Et pour qu'on Mais ait une idée. l'objectif, c'est Quand que, ces avions seront-ils livrés comme nos partenaires le font sur le F-16, qu'on puisse le faire. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Formés en France ou là-bas? En France ou en Ukraine? C'est en France que nous formerons les pilotes. Tous les pilotes ukrainiens seront formés en France. Il n'y aura pas de formateurs français en Ukraine. Pour revenir sur la question de la formation, si vous le souhaitez, qui est distincte, mais ça oui. La deuxième chose, c'est que notre souhait, c'est aussi de former une brigade. Le défi qu'a l'Ukraine, c'est qu'elle a mobilisé, on en a beaucoup parlé, vous en avez parlé dans vos antennes, et elle est en train de mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour aller au front. Le défi, c'est évidemment de les former, de les équiper. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Et ça, cette brigade, si je puis dire française, c'est clé, c'est un facteur très dimensionnant. On a déjà beaucoup fait avec nos partenaires allemands, polonais et quelques autres en formation depuis le début du conflit. On passe à un nouveau stade et on dit là, une brigade, donc 4500 hommes, on va la former. Donc il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien. Alors ça, c'est une autre question qui est un changement de nature, dont nous avons débattu en février dernier, quand vous vous souvenez. Mais depuis, la situation a changé. Accueilli. Et donc moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. Le sol ukrainien est souverain. Il ne s'agit pas d'aller former sur la zone de combat. Mais au moment où l'Ukraine a un défi, on doit y répondre, comme on a fait à chaque fois. Mais les Russes vous ont entendu. Le président, j'explique juste la situation pour que ça soit clair pour nos compatriotes, parce que sinon on s'attache toujours, et quelque part, pardon, mais tombez tous dans le piège de Poutine, qui vous indique un endroit en faisant peur, et tout le monde dit ce qui ont réagi ou pas à ça. Il faut d'abord savoir ce qui a du sens. Il nous indique même une cible. Ce qui a du les sens. Formateurs, oui, c'est autre chose. Mais ce qui a du sens, vous demandez d'abord, l'Ukraine résiste, qu'est-ce qui a du sens pour les Ukrainiens? Ils sont en train de former des milliers, je le disais, de soldats. On voit bien que quand ils en avaient quelques centaines, ou que ça a été plus lent, on pouvait aller les former, ce qu'on a fait en France, en Allemagne, en Pologne ou ailleurs. Là, il y a un défi capacitaire, il faut aller beaucoup plus vite, la masse est plus importante. Et c'est pourquoi le président ukrainien, son ministre de la Défense, a appelé l'ensemble des alliés il y a 48 heures, par une lettre officielle en disant « Nous avons besoin que vous nous aidiez à former plus vite et que vous veniez le faire sur notre sol. » Donc ça veut dire qu'il y a une demande. À chaque fois qu'il y a une demande, on a regardé puisqu'on veut aider. La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'escalade? La réponse est non. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif à l'égard de la Russie. S'ils sont tués. Mais aujourd'hui... S'ils sont ciblés et tués. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade? Sachant qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats, mais vous nous dites ils sont que civils. Si les est-ce que vous pensez qu'avoir parce que formateurs, comme ils l'indiquent, les Russes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat? Symboliquement, c'est très différent. Bien sûr. Symboliquement, c'est très différent. Pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce conflit. Donc on a une drôle d'approche. Ce que je dis juste, c'est que la question de la formation en Ukraine aujourd'hui est demandée par les Ukrainiens. La deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas en soi un facteur d'escalade. Le troisième, c'est que nous sommes en train de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, et c'est sur la base d'une décision collective que à ce moment-là, nous déciderons en coalition. Vous dites que ce n'est pas un facteur d'escalade, mais si on additionne les choses, c'est-à-dire que vous avez autorisé à utiliser les armes françaises pour tirer sur des... Et vous aurez noté que tous les alliés ont fait comme nous. Exactement. Mais en plus, vous rajoutez cette possible formation sur le terrain. Plusieurs alliés sont en train de le considérer, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Aujourd'hui, vous avez des formateurs sur le terrain français. Ni nous allons le faire. Non. Ni nous n'allons le faire demain. Ce que je vous dis, c'est que pourquoi l'exclurions-nous? Parce que ça reste dans notre axe. C'est-à-dire on protège. Et je vous invite à regarder ce qui s'est passé durant les 2 années, un peu plus, qui viennent de s'écouler. Vous avez annoncé nouveau, monsieur le Président. Oui, mais ce n'est pas ça ce que j'ai annoncé. Ce sont les avions. Oui. Et ces Mirages pourront-ils viser des cibles sur le sol russe? Ces Mirages qui seraient par hypothèse sur le territoire ukrainien, peuvent-ils viser des cibles dans l'espace aérien russe? Je vais répondre très précisément à cette question, à laquelle j'ai déjà répondu aussi précisément il y a quelques jours en Allemagne, à côté du chancelier. C'est toujours la même chose. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens pour qu'ils se défendent et nous ne voulons pas d'escalade. Donc on a depuis le début donné des armes qui permettaient d'atteindre. Durant des mois, les Russes attaquaient sur la ligne de front. La question ne se posait pas. Ensuite, ils ont décalé
les équipements plus en profondeur, sur le sol ukrainien. C'est à ce moment-là que vous avez vu les Britanniques, les Américains, les Français envoyer des missiles qui permettaient d'atteindre ces points, qui avaient une plus longue portée. Certains autres n'ont pas fait ce choix, n'ont pas pu pour des raisons politiques. Nous, on l'a fait. Maintenant, les Russes font autre chose, en particulier sur la partie nord du front, depuis Belgorod et d'autres points. Ils attaquent depuis le sol russe. Si on dit aux Ukrainiens, vous ne pouvez pas neutraliser ces capacités russes, c'est-à-dire les armes que mettent les Russes pour vous attaquer, à ce moment-là, on leur dit, vous ne pouvez plus vous défendre. Parce que ça veut dire que tous les jours, ils peuvent supporter une pluie de missiles et de bombes qui tue, qui détruit. Et donc on dit, on ne vous permet pas d'utiliser nos armes pour attaquer des civils, pour toucher tel ou tel point en Russie, mais pour neutraliser les points depuis lesquels vous êtes attaqué. Mais avec une limite. Oui. Le président Biden, aujourd'hui même, dans une interview, dit pas à 300 km à l'intérieur du territoire russe. Vous-même, vous avez fixé une limite, mais 50 km, 100 km. En vrai, la limite, elle est fixée par ce que font les Russes. Nous n'avons jamais été dans l'escalade. Il faut quand même qu'on remette les choses dans le bon ordre dans notre approche. Ça n'est pas nous qui avons attaqué l'Ukraine. Ça n'est pas nous qui décidons maintenant qu'on change la méthode et qu'on va depuis le sol russe attaquer l'Ukraine. Donc moi, je donne pas. Ça fait 80 ans que la France n'a pas bombardé la Russie depuis un pays autre, un pays tiers. Je ne vous ai pas dit que nous allons nous bombarder, puisque nous n'allons pas nous envoyer des pilotes. Des avions français formés par des formateurs français. Mais aujourd'hui, vous avez des munitions, des équipements, depuis le début de la guerre, français, allemands, anglais, américains. Et s'ils n'existaient pas, aujourd'hui, nous serions là pour déplorer que l'Ukraine a capitulé. Les Russes, ils vous ont bien entendu. Cohérent. Ils ont entendu que vous alliez les cibler, enfin, qu'on allait pouvoir utiliser nos armes françaises pour les cibler. Ils ont dit on va faire pareil. On va donner des armes à des ennemis de la France et ils vont pouvoir les attaquer. Alors évidemment, on pense aux tentatives de déstabilisation. On pense également à l'arrestation d'un russo-ukrainien hier avec du matériel explosif. Est-ce que vous ne craignez pas le terrorisme russe ? Écoutez, d'abord, depuis le premier jour. Juste pour compléter la question d'Anne-Sophie, on a appris également aujourd'hui qu'un ressortissant français avait été arrêté à Moscou parce qu'il est soupçonné d'espionnage militaire depuis de longues années, nous disent les Russes. D'abord, qu'en savez-vous et que savez-vous du sort de cet homme ? Alors, vous voyez, on passe beaucoup de temps à commenter ce que les Russes font à dessein, pour ou nous intoxiquer ou nous faire peur. C'est pour ça que je remets toujours en perspective en disant, bien sûr, non. Non, il faut être déterminé. Et il faut toujours, je vous le dis, nous on veut la paix. La paix ne se fera que si l'Ukraine peut résister. C'est ce qu'on veut. Mais nous on ne veut pas d'escalade, on n'est pas en guerre avec la Russie. C'est exactement dans ce cadre qu'on agit, que je ferai les annonces de demain, qu'on continuera d'agir. Et d'ailleurs les Français le comprennent très bien. Quand je vois leur soutien, la réaction tout à l'heure de nos compatriotes au président ukrainien, au message était probante. Donc pour être très précis et très clair par rapport à ce que vous dites, depuis le premier jour, les Russes menacent de la bombe nucléaire, de telle ou telle attaque, ça ne change rien. Le tout, c'est que nous ne soyons pas en faute, nous ne le sommes pas. On est dans ce cadre. Donc il faut prendre cela comme des menaces, un signe aussi de fébrilité de la part de la Russie. Mais nous nous sommes organisés, si je puis dire, pour faire face à tous les risques, les attaques cyber, les risques de provocation, comme on en a eu encore ces derniers jours, les attaques informationnelles. Et en effet, qui des services spéciaux ou des gens qui les actionneraient pour essayer telle ou telle action, nous sommes prêts à cela, nous sommes équipés, nous nous préparons. Vous confirmez qu'un Français a été arrêté ? Sur la question de notre compatriote, oui. Un de nos compatriotes a été arrêté en Russie. Et donc, il s'agit, pour être très clair, parce que beaucoup de choses ont été dites par les autorités russes sur son sujet, il s'agit d'un de nos compatriotes qui travaille pour une organisation non gouvernementale suisse qui a été fondée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et qui fait de la diplomatie, des travaux de discussion. Ce n'est pas ce que disent les Russes. Non, mais ils espionnaient depuis de longues années, disent-ils. D'abord, je le dis parce que c'est important, c'est un compatriote français, il travaille pour une ONG suisse et qui donc sert beaucoup de grandes figures internationales. En aucun cas, ça n'était quelqu'un qui travaille pour la France. Maintenant, nous sommes très vigilants, il recevra toutes les protections consulaires qui conviennent dans un tel cas, mais je veux ici rétablir la vérité face aux intoxications qu'on entend. Chers amis, que pensez-vous de tous ces extraits d'actualité que je partage avec vous ? Macron est-il normal ? Que se passe-t-il réellement dans sa tête et celle de tous les chefs d'État occidentaux ? Trump a raison, nous vivons des heures les plus sombres de notre histoire et le pire c'est que Macron semble prendre à la légère ce qui se passe. Vos avis en commentaire s'il vous plaît. Avant de discuter de ce que dit Macron, je vous fais le point sur ce que l'on sait du sommet pour la paix en Ukraine, qui va se dérouler les 15 et 16 juin en Suisse.
Lors de la visite en France de Volodymyr Zelensky ces derniers jours, Emmanuel Macron a confirmé qu'il participerait au sommet organisé à l'initiative de la Suisse les 15 et 16 juin. Un rendez-vous diplomatique important, plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une initiative évoquée dès le mois de janvier. À l'occasion d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la mi-janvier, la Suisse avait annoncé avoir accepté d'organiser une conférence sur son sol, sans toutefois en préciser la date. C'est en avril que les contours de cet événement se sont dessinés. La date du 15 et 16 juin a émergé, tandis que plusieurs salves d'invitation étaient envoyées. Si dans les rangs ukrainiens, on évoque la tenue d'un sommet, la Suisse a tenu à préserver sa neutralité en préférant parler de « conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine ». Contrairement à ce qu'avaient laissé entendre certains médias, cette grande réunion ne va pas se tenir à Genève, mais près de Lucerne, dans les Alpes de Suisse centrale. Au sein de l'hôtel de luxe du Bürgenstock, plus précisément, un lieu jouissant d'un emplacement idyllique à flanc de coteau est situé à plus de 450 mètres au-dessus du lac des 4 cantons. Ce site a, par le passé, attiré vedettes et diplomates, avec notamment des négociations sur le Soudan, en 2002, et sur Chypre, en 2004. Une centaine de participants, mais pas de Russie. Le président français Emmanuel Macron participera au sommet de paix pour l'Ukraine, a confirmé l'Élysée. Outre le soutien militaire à l'Ukraine dans la durée, la France entend apporter son soutien politique et diplomatique. L'Ukraine espère obtenir un large soutien international lors de cette rencontre. Au total, plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer. Les autorités suisses, en charge de l'organisation, ont plusieurs fois répété l'importance qu'elles attachaient à la participation du Sud global. C'est dans ce contexte qu'un pays comme l'Inde a notamment confirmé sa présence. Certains chefs d'État dont le président américain Joe Biden ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas le déplacement. Les États-Unis seront néanmoins représentés par la vice-présidente américaine Kamala Harris, a précisé la Maison-Blanche. Aucune délégation russe n'est en revanche attendue, Vladimir Poutine et ses représentants n'ayant pas été invités. Le Kremlin a jugé absurde et futile la tenue d'un sommet pour la paix sur l'Ukraine en son absence, tandis qu'une porte-parole de la diplomatie russe a assuré que ces échanges étaient voués à l'échec. Les tiraillements chinois mis en lumière. Si la Chine a officiellement reçu une invitation, à laquelle elle n'y a pas donné suite. Elle estime en effet qu'il lui apparaît difficile de participer à ce sommet si la Russie ne s'y trouve pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou. La Chine espère sincèrement que cette conférence de paix ne deviendra pas une plateforme pour créer de la confrontation entre camps, a déclaré un officiel chinois. Pékin revendique une neutralité dans ce conflit, mais n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il faut aussi noter qu'elle a accueilli le président russe Vladimir Poutine sur son sol à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Les dirigeants chinois ont été pointés du doigt par Volodymyr Zelensky, ce dernier estimant que le géant asiatique tente de faire pression sur certains pays pour qu'ils ne participent pas au sommet pour la paix. Utiliser la politique de la force n'est pas le style de la diplomatie chinoise, a rétorqué Pékin, démentant ces accusations. Un programme qui se précise. L'Ukraine souhaite exposer lors de ce sommet les conditions qu'elle estime nécessaires pour mettre fin à la guerre contre la Russie. À l'approche de cette grande rencontre, Volodymyr Zelensky a évoqué 3 dossiers qui seront négociés en Suisse et que les États présents pourraient soutenir. Le premier concerne la libre navigation en mer Noire, pour protéger la sécurité alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes. Le second concerne un accord sur un appel à faire cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques. Enfin, le troisième point concerne le retour en Ukraine de milliers d'enfants déportés en Russie. Il s'agit là d'un crime, selon la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Si nous arrivons à la fin du sommet à ces 3 mesures avec une majorité de pays, du monde qui les soutient, cela voudra dire que la Russie ne pourra plus les bloquer, a estimé le dirigeant ukrainien. Ces thèmes, non exhaustifs, ont été confirmés par des diplomates suisses. Vous pensez quoi de ce sommet auquel la Russie ne participera pas ? Revenant sur les propos Macron sur le soutien militaire à l'Ukraine, nous notons que les risques et les enjeux associés sont non négligeables. 1. Escalade des tensions. L'envoi de formateurs militaires français en Ukraine est perçu comme une provocation majeure par la Russie. Ce type d'action augmente significativement les risques d'escalade militaire directe entre la Russie et les pays de l'OTAN. Une escalade incontrôlée pourrait rapidement dégénérer en un conflit à grande échelle, mettant en danger la stabilité internationale. La Russie a clairement indiqué que les formateurs militaires étrangers seront considérés comme des cibles légitimes. Cette posture accroît le danger pour les personnels militaires sur le terrain et pourrait conduire à des représailles qui compliqueraient davantage la situation. 2. Manque de prudence diplomatique.
Plutôt que de se concentrer sur une résolution pacifique du conflit, l'approche actuelle semble privilégier l'escalade militaire. Une diplomatie proactive et inclusive pourrait offrir des alternatives à l'intensification des hostilités. Des voix influentes, comme celle de l'ancien président américain Donald Trump, mettent en garde contre les dangers actuels et l'escalade des tensions. Le fait de ne pas tenir compte de ces avertissements pourrait être perçu comme un manque de sagesse et de clairvoyance dans la gestion de la crise. 3. Conséquences humanitaires. L'intensification des combats entraînera inévitablement une augmentation des souffrances civiles. Les frappes sur les infrastructures critiques en Ukraine déjà signalées par Macron, comme celles sur les installations énergétiques, aggraveront les conditions de vie des Ukrainiens, particulièrement en hiver. Un conflit prolongé risque de provoquer un nouvel exode massif de réfugiés, exacerbant les crises humanitaires et de sécurité dans toute la région. 4. Implications pour la sécurité globale. La montée des tensions entre la Russie et l'OTAN pourrait déclencher une guerre générale. Une telle guerre aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour les pays directement impliqués, mais pour la stabilité mondiale. La possibilité d'une confrontation nucléaire ne peut être écartée, avec des conséquences catastrophiques pour l'humanité. L'escalade du conflit en Ukraine pourrait encourager d'autres nations à prendre des positions plus agressives, alimentant un cycle de tensions militaires et politiques à travers le monde. 5. Alternatives de sagesse et de prudence. Nécessité d'un leadership éclairé, en ces temps dangereux, comme l'a souligné Trump, il est crucial de faire preuve de sagesse et de retenue. La priorité devrait être donnée à des solutions diplomatiques, à la désescalade des tensions et à la recherche de compromis qui peuvent conduire à une paix durable. Engagement international pour la paix, la communauté internationale doit se concentrer sur des initiatives de paix et de dialogue. Des mesures comme les sanctions économiques ciblées, les négociations diplomatiques intensives et les efforts de médiation peuvent offrir des alternatives viables à l'escalade militaire. En somme, les actions proposées par Macron risquent d'intensifier un conflit déjà dangereux. Une approche plus prudente, axée sur la diplomatie et la désescalade, est nécessaire pour éviter une catastrophe mondiale. Que pensez-vous de tout ce qui se passe ? Vos avis en commentaire. À bientôt.